Ta sœur emménage dans ton appartement, ont-ils annoncé. J'ai souri et accepté. Une semaine plus tard, le camion de déménagement est arrivé. Mais ce n'était pas moi qui les attendais à l'intérieur. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La sonnette retentit, un son clair et familier qui, ce soir-là, me parut aussi sinistre qu'une alarme d'incendie. J'étais devant la porte de la maison de mes parents, une jolie bâtisse en meulière dans la banlieue cossue de Lyon, un lieu qui aurait dû symboliser la chaleur et la sécurité, mais qui, pour moi, était devenu le théâtre d'un drame silencieux et épuisant. Je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans, et je suis architecte d'intérieur. Associée dans mon propre cabinet, j'ai construit ma vie brique par brique, sans aide, sans raccourci. Une vie que ma famille semblait déterminée à démanteler avec la même application. En entrant, l'odeur du rôti du dimanche m'enveloppa, un parfum mêlé à une tension si palpable qu'elle aurait pu être découpée au couteau. Ma mère, Sylvie, m'accueillit avec un sourire trop large pour être honnête, ses mains s'agitant nerveusement sur son tablier. « Chloé, ma chérie. Tu es là. Tu as l'air fatiguée, tu travailles trop. » C'était sa phrase d'ouverture habituelle, une fausse sollicitude qui masquait à peine le reproche. Mon père, Bernard, leva à peine les yeux de son verre de vin, me gratifiant d'un grognement qui se voulait être un bonjour. Et puis, il y avait Manon. Ma sœur aînée, de 3 ans mon aînée mais de 10 ans en retard sur la vie. Affalée sur le canapé, elle jouait le rôle de la martyre avec une perfection digne d'une tragédienne, son fils de 8 ans, Léo, courant autour d'elle en criant, un pion inconscient dans le jeu émotionnel de sa mère. Le dîner fut une pièce de théâtre bien rodée. Sylvie vantait les mérites de son gratin dauphinois tout en lançant des piques sur mon célibat. Bernard remplissait son verre, son silence devenant de plus en plus lourd. Manon soupirait à intervalles réguliers, piquant sa nourriture comme si elle était empoisonnée. Elle raconta, pour la énième fois, comment elle avait été forcée de quitter son dernier appartement, la faute à des voisins jaloux de son talent artistique et à un propriétaire sans cœur. La vérité, que nous connaissions tous sans jamais la nommer, était qu'elle n'avait pas payé son loyer depuis 4 mois. Puis, au moment du dessert, la bombe fut lâchée. Sylvie posa sa cuillère, joignit les mains sur la nappe immaculée et prit une inspiration profonde, comme une actrice avant sa grande tirade. « Nous avons beaucoup réfléchi avec ton père », commença-t-elle d'une voix douce et mielleuse. La situation de Manon est intenable. Elle est à bout. Et nous pensons que la meilleure solution, la seule, en fait, c'est qu'elle et le petit Léo viennent s'installer chez toi. Un silence de mort tomba sur la table. Ce n'était pas une suggestion. C'était un décret. Un ordre royal déguisé en faveur. Mon appartement. Mon magnifique appartement haussmannien sur la presqu'île, mon sanctuaire, mon chef-d'œuvre personnel que j'avais passé des années à rénover. Je sentis tous les regards converger vers moi. Celui de ma mère, implorant et manipulateur. Celui de mon père, fuyant mais autoritaire. Et celui de Manon, un mélange de défi et de triomphe anticipé. Ils s'attendaient à ce que je proteste, que je me fâche, que je leur donne l'occasion de me traiter d'égoïste, de fille sans cœur. Je pris une seconde pour savourer leur attente. Puis, je levai les yeux, un léger sourire flottant sur mes lèvres. Bien sûr, dis-je d'une voix parfaitement calme, presque légère. Si ça peut aider Manon à se remettre sur pied, je ne vois absolument aucun problème. Le choc fut total. Ma mère cligna des yeux, décontenancée. Mon père laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis des minutes. Sur le visage de Manon, le défi laissa place à un sourire suffisant, la certitude arrogante de celle qui obtient toujours ce qu'elle veut. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'avais cédé, comme toujours. Mais ce qu'il ne voyait pas dans mon calme glacial, c'était la déclaration de guerre. Il venait de me donner l'arme dont j'avais besoin pour mettre fin à 35 ans de tyrannie silencieuse. La partie venait de commencer, mais dans mon esprit, elle était déjà terminée. En rentrant chez moi ce soir-là, le long des quais illuminés de la Saône, les souvenirs remontaient comme une marée amère. Ma famille ne me voyait pas comme une personne,
mais comme une fonction. J'étais le plan de secours, la police d'assurance, le filet de sécurité qu'on déploie sans jamais demander si le poids ne risque pas de le rompre. Mon acceptation calme de ce soir n'était pas une reddition, c'était le fruit d'une décennie de dettes non réclamées et de sacrifices ignorés. Le premier flashback me ramena 10 ans en arrière. J'avais 25 ans, je venais de signer mon premier gros contrat en tant qu'architecte junior. J'étais fière, pleine d'espoir. C'est alors que Manon m'avait appelé, en larmes. Elle devait 5 000 € à un ami, qui devenait menaçant. La vérité, je l'apprendrai plus tard, était qu'elle devait de l'argent à un dealer. Mes parents m'avaient supplié. C'est pour sauver ta sœur, Chloé. Elle est si fragile, si artiste. J'avais vidé mon compte épargne, celui qui devait me servir d'apport pour mon premier achat. J'ai signé le chèque. Je n'ai jamais été remboursé. Le seul « merci » que j'ai reçu fut un « tu vois, quand tu veux, tu peux être gentille » de la part de Manon, une semaine plus tard. 3 ans plus tard, le scénario se répéta, sous une autre forme. Manon, désormais mère célibataire, avait besoin d'une voiture pour trouver du travail et être indépendante pour son fils. J'ai cédé. J'ai acheté une petite voiture d'occasion, et pour simplifier les choses et lui éviter un malus, je l'ai mise à mon nom et sur mon assurance. Une erreur monumentale. 3 mois plus tard, elle eut un accident. Elle avait grillé un feu rouge. Pire encore, on découvrit que son permis avait été suspendu quelques semaines auparavant, ce qu'elle avait oublié de mentionner. Les dégâts étaient considérables. L'assurance refusa de couvrir la totalité. J'ai dû payer des milliers d'euros de ma poche et j'ai vu ma prime d'assurance exploser pour les années à venir. La version officielle de la famille ? Un malheureux accident, ces choses arrivent. Manon n'a vraiment pas de chance. Pas un mot sur sa responsabilité, pas un mot sur le fardeau financier qu'elle venait de me léguer. Et puis, il y a eu les vacances sacrifiées. À 32 ans, j'avais enfin mis assez d'argent de côté pour le voyage de mes rêves, 3 semaines en Italie, à explorer l'architecture de Rome et de Florence. Une semaine avant mon départ, mon père m'appela. Sa voix était grave. Il avait fait de mauvais placements, un conseil d'un ami qui s'était avéré désastreux. Il risquait des pénalités, une situation embarrassante. Le montant dont il avait besoin correspondait, à quelques euros près, au budget de mon voyage. Je sais que je ne devrais pas te demander ça, ma fille. Mais tu es la seule qui puisse nous aider. J'ai annulé mon vol, mes hôtels. J'ai fait le virement. Mon voyage de rêve s'est transformé en 2 semaines de travail acharné pour compenser la perte. À Noël, cette année-là, ma mère m'offrit un pull tricoté main. Sur la carte, il était écrit « Pour notre fille si généreuse, notre pilier ». J'ai failli éclater de rire. Un pilier, c'est ce sur quoi on s'appuie jusqu'à ce qu'il se fissure. Chacun de ces souvenirs était une brique dans le mur qui se construisait entre ma famille et moi. Ils ne voyaient pas mes efforts, seulement les résultats qu'ils pouvaient s'approprier. Mon succès n'était pas le mien, il était une ressource familiale. Mon argent n'était pas le fruit de mon travail, c'était un fonds d'urgence à leur disposition. En acceptant leur dernière demande, je n'acceptais pas de loger ma sœur. J'acceptais le combat final. Cette fois, je n'allais pas seulement dire non. J'allais faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais me demander quoi que ce soit. En poussant la lourde porte de mon immeuble, le silence frais du hall en marbre me parut comme une bouffée d'air pur après l'atmosphère suffocante de la maison de mes parents. Une fois dans mon appartement, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis resté dans l'obscurité, contemplant les formes de mes meubles, les lignes pures de mon design, le reflet des lumières de la ville sur le parquet que j'avais moi-même poncé. C'était mon sanctuaire. Mon œuvre. Et ils comptaient le transformer en annexe de leur chaos. Une colère froide, une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant, s'installa en moi. Ce n'était plus de la tristesse ou de la résignation. C'était l'instinct de survie. Le lendemain matin, à 8 heures précises, mon premier appel fut pour Pierre. Mon meilleur ami, mais aussi mon associé. Nous avions fondé notre cabinet d'architecture, Dubois et Connors, 5 ans plus tôt. Il connaissait ma famille. Il avait été le témoin silencieux de nombreuses crises. Ils l'ont fait,
dis-je simplement, sans préambule. Fais quoi? Ne me dis pas que... Si. Ils ont décrété que Manon et Léo emménageaient chez moi. Un long silence. Puis la voix de Pierre, tranchante. Et qu'as-tu dit? J'ai dit oui. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque l'entendre analyser la situation. D'accord, dit-il enfin. Ce n'est pas une reddition. C'est une déclaration de guerre. Qu'est-ce que tu as en tête? Je veux que ce soit définitif, Pierre. Pas juste une porte claquée. Je veux que ce soit juridiquement inattaquable. Je veux qu'il disparaisse de ma vie professionnelle et personnelle. Alors il ne te faut pas un ami, il te faut un avocat. Un bon. J'ai un nom pour toi. Maître Leclerc. Il est spécialisé en droit de la famille et de l'immobilier. Un requin, mais un requin éthique. Il va les dévorer. À 10 heures, j'étais dans le bureau de Maître Leclerc. Un homme élégant, la cinquantaine, avec des yeux vifs qui semblaient tout comprendre avant même que vous ayez fini votre phrase. Je ne lui ai pas raconté mes malheurs d'enfance. Je lui ai exposé les faits, froidement, comme un chef de projet présentant un problème. Ma famille tente de s'approprier mon lieu de vie et de le transformer en logement social pour ma sœur. J'ai accepté verbalement sous la contrainte psychologique. Je souhaite vendre mon appartement dans les plus brefs délais et de la manière la plus discrète possible. Mais ce n'est pas tout. Je veux anticiper leur prochaine action. Une fois qu'ils découvriront la vente, ils se sentiront trahis et chercheront à riposter. Comment puis-je me protéger de toute réclamation future? Harcèlement, demande de pension alimentaire, diffamation. Quelles sont leurs options légales et comment puis-je les contrer avant même qu'ils y pensent? Maître Leclerc m'écouta sans m'interrompre, prenant des notes. Quand j'eus fini, il hocha la tête, un fin sourire sur les lèvres. Madame Connors, j'aime votre approche. Vous ne venez pas chercher une épaule pour pleurer, vous venez chercher un arsenal. Très bien. Voici le plan de bataille. Étape 1, la vente. Nous allons la faire rapidement via une procédure de vente off-market pour éviter toute publicité. J'ai des contacts. Étape 2, la protection. À partir de maintenant, vous allez documenter absolument tout. Chaque appel, chaque message. Sauvegardez-les. Si possible, enregistrez les conversations téléphoniques. En France, c'est légal si vous participez à la conversation, même si l'autre partie n'est pas au courant, et cela peut être utilisé comme commencement de preuve. Étape 3, le silence. Une fois la vente signée, vous disparaissez des radars. Nouvelle adresse non communiquée. Étape 4, et c'est la plus importante, l'anticipation. Nous allons préparer un dossier complet sur l'historique de leur soutien financier. Quand ils attaqueront, et croyez-moi, ils attaqueront, nous ne nous contenterons pas de nous défendre. Nous les anéantirons. Je suis sorti de son bureau avec un sentiment de puissance que je n'avais jamais connu. La peur avait laissé place à une stratégie claire. Le plan de bataille était dessiné. La guerre pour mon indépendance avait commencé. La semaine qui suivit fut l'une des plus étranges de ma vie. Je menais une double vie. D'un côté, il y avait la façade que je présentais à ma famille. De l'autre, il y avait l'opération logistique secrète que je menais avec une précision militaire. Maître Leclerc tint parole. En moins de 48 heures, il me présenta un couple de médecins qui cherchaient exactement ce type de bien et étaient prêts à acheter rapidement, sans condition suspensive de prêt. Ils tombèrent amoureux de l'appartement et de la plupart des meubles que j'avais dessinés sur mesure. L'affaire fut conclue en un temps record. La signature définitive était prévue pour le vendredi de la semaine suivante. J'avais 10 jours. Pendant ce temps, je trouvais un petit 2 pièces meublé à louer dans le quartier de la Croix-Rousse, un endroit où je n'avais aucune attache, un quartier de créateurs et de petites rues sinueuses, à l'opposé du luxe bourgeois de la presqu'île. L'anonymat parfait. Le déménagement se fit par étapes, la nuit. Chaque soir, après le travail, je remplissais des cartons. Pas avec tout. Juste l'essentiel. Mes vêtements, mes livres, mes archives professionnelles, mes objets personnels. Les choses qui faisaient de cet appartement le mien. Je les transportais dans ma voiture, voyage après voyage, vers mon nouveau refuge.
L'appartement haussmannien se vidait de son âme, ne laissant derrière lui qu'une coquille magnifique mais impersonnelle, prête pour ses nouveaux occupants. Pendant ce temps, mon téléphone était le théâtre d'une comédie absurde. Ma mère m'envoyait un déluge de messages, chacun étant une nouvelle intrusion, une nouvelle appropriation de mon espace. Lundi, j'ai dit à Manon qu'elle pouvait prendre tes belles serviettes de bain brodées. Tu ne les utilises jamais de toute façon. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran et l'ai envoyée à Maître Leclerc. Mardi, ton père passera vendredi soir pour commencer à monter le lit de Léo dans ton bureau. Fais un peu de place, s'il te plaît. Il est si excité d'avoir sa propre chambre. Ma réponse fut vague, ah d'accord, on verra bien. Capture d'écran. Envoyé. Mercredi, un message de Manon cette fois, le premier depuis le dîner. J'espère que t'as du bon café. J'arrive pas à fonctionner sans un vrai expresso le matin. Et faudra qu'on parle de la déco de ma chambre, le gris c'est pas trop mon truc. J'ai ri. Un rire sans joie. Capture d'écran. Envoyé. Chaque message était une preuve supplémentaire, une pierre de plus à l'édifice de leur arrogance. Ils ne demandaient pas, ils décrétaient. Ils ne s'invitaient pas, ils envahissaient. Ils ne voyaient pas un appartement habité, ils voyaient un espace vacant à leur disposition. Le vendredi matin, jour de la signature, je fis un dernier tour dans l'appartement vidé de ma présence. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant la poussière en suspension. C'était beau et triste, comme une fin de règne. Je laissai les clés au concierge, comme convenu avec les nouveaux propriétaires. Je ne me suis pas retournée. Dans ma voiture, en route vers le bureau du notaire, je reçus un dernier message de ma mère. Tout est prêt. On arrive demain matin à 9h avec le camion. J'espère que tu as prévu les croissants, émoticône, clin d'œil. J'ai souri. J'ai pris une capture d'écran. Et pour la première fois, j'ai ressenti une paix profonde. Le piège était en place. Ils allaient y foncer tête baissée. Le samedi matin, je me suis réveillée avec le soleil. Pas de réveil strident, juste la lumière douce filtrant à travers les fenêtres de mon nouvel appartement. L'air sentait le café frais et la liberté. J'ai éteint mon téléphone, non par peur, mais par choix. Aujourd'hui, je voulais être injoignable. Je voulais que leur monde s'effondre sans que le mien ne soit perturbé. Je suis sortie me promener sur le plateau de la Croix-Rousse. J'ai acheté un croissant dans une petite boulangerie, je me suis assise sur un banc de la place des Tapis, regardant les gens vivre leur vie, simple et tranquille. Je me sentais légère, comme si je m'étais délestée d'un poids que je portais depuis ma naissance. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un autre drame se jouait. À 9h précises, un petit camion de déménagement se gara devant mon ancien immeuble. Mon père, ma mère et Manon en sortirent, Léo trottinant derrière eux. Ils avaient l'air triomphants, comme une armée prenant possession d'un territoire conquis. Mon père, avec une assurance qui frisait l'arrogance, composa le code de l'interphone. Pas de réponse. Il fronça les sourcils, réessaya. Toujours rien. Elle doit être sous la douche, dit Manon en levant les yeux au ciel, déjà agacée. Sylvie sortit son téléphone. Je vais l'appeler. Elle abuse quand même. C'est à ce moment que la lourde porte de l'immeuble s'ouvrit. Un homme d'une 50aine d'années, en tenue de jogging, sortit. C'était le docteur Martin, le nouveau propriétaire. Il leur adressa un signe de tête polie. Mon père l'interpella. « Excusez-moi, nous allons chez notre fille, Chloé Connors, au 3e. » L'interphone ne fonctionne pas, le docteur Martin fronça les sourcils. « Chloé Connors ? Ah, l'ancienne propriétaire. Mais elle n'habite plus ici. Ma femme et moi avons acheté l'appartement. Nous avons emménagé hier. » Le silence qui suivit fut, m'a-t-on raconté plus tard, d'une densité extraordinaire. Les visages passèrent de l'assurance à la confusion, puis à une panique naissante. « Quoi ?» balbutia ma mère. « Mais, ce n'est pas possible. C'est une erreur. Notre fille nous attend. » « Je crains qu'il n'y ait pas d'erreur, madame, » répondit le docteur, commençant à se sentir mal à l'aise. « Nous avons signé l'acte de vente vendredi. L'appartement est à nous. » La fureur explosa.
Ma mère, tremblante, attrapa son téléphone. Elle m'appela. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque appel atterrissait directement sur ma messagerie. Elle laissa un premier message, sa voix stridente d'incrédulité. Chloé. Rappelle-moi immédiatement. Il y a un homme ici qui prétend habiter chez toi. C'est quoi cette plaisanterie? Puis un deuxième, la panique montant d'un cran. Chloé, je ne plaisante pas. Le déménageur attend. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vers midi, j'ai décidé de rallumer mon téléphone. Une avalanche de notifications. Appels manqués, messages vocaux, SMS. J'ai écouté le premier message de ma mère, puis je l'ai effacé. J'ai décidé de l'appeler. Elle décrocha à la première sonnerie. Enfin, hurla-t-elle, si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pris une profonde inspiration, et d'une voix que je voulais la plus calme, la plus neutre possible, j'ai répondu. Ce n'est pas une histoire, maman. C'est la vérité. Quelle vérité? J'ai vendu l'appartement. Un silence de mort. Je pouvais entendre sa respiration haletante, le bruit de la circulation en arrière-plan. Puis, un juron étouffé de mon père et les pleurs naissant de Manon. Tu as fait, quoi? Sa voix n'était plus qu'un murmure étranglé. Je l'ai vendu. C'était mon droit. Et comme vous ne m'avez pas consulté pour prendre votre décision, je n'ai pas jugé utile de vous consulter pour prendre la mienne. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, celui de mon père, celui de Manon. Le premier mur venait de tomber. Le leur. Le mur de leur certitude. Maintenant, il était temps de construire le mien. L'humiliation sur le trottoir de la presqu'île fut le carburant de leur fureur. Renvoyés par le nouveau propriétaire, avec un déménageur qui réclamait son dû pour la course, ils étaient la risée du quartier. La retraite ne fut pas une défaite silencieuse, mais le début d'une chasse à la femme. De retour dans la maison de banlieue, le salon devint un quartier général de crise. Sylvie, refusant d'admettre sa défaite, se transforma en général d'armée. Son premier réflexe fut de mobiliser les troupes. Elle appela sa propre sœur, ma tante Isabelle, et son mari, mon oncle Michel. Isabelle, la reine du commérage, dont le téléphone était une arme de destruction massive, fut immédiatement mise au courant de la version officielle des faits. Chloé a disparu. Elle nous a menti de la façon la plus horrible qui soit. Elle a vendu son appartement en secret et a laissé sa pauvre sœur et son neveu à la rue. Elle est devenue un monstre d'égoïsme. Le récit, soigneusement tordu, se propagea comme une traînée de poudre. En quelques heures, j'étais devenue la méchante de l'histoire familiale, la fille ingrate qui avait trahi les siens. Puis commença la traque. Ils essayèrent de localiser mon téléphone, mais j'avais désactivé la géolocalisation depuis longtemps. Ils appelèrent mes anciens amis, des connaissances de fac, des cousins éloignés. Personne ne savait rien. La frustration montait. Le lundi, ils passèrent à l'étape supérieure. Mon père et Manon se présentèrent à mon bureau, Dubois et Connors. Ils comptaient me coincer, me faire une scène devant mes employés. Mais j'avais anticipé ce mouvement. Pierre, mon associé, les attendait. Il les reçut dans la salle de réunion, pas dans mon bureau. Il resta debout, les bras croisés, son visage habituellement amical fermé et professionnel. Chloé n'est pas là, dit-il d'un ton qui n'invitait à aucune discussion. Elle est en déplacement sur un chantier pour une durée indéterminée. Ne nous mentez pas, s'emporta mon père. Nous savons qu'elle se cache. C'est une affaire de famille. Justement, rétorqua Pierre, sa voix baissant d'un ton, devenant glaciale. C'est une affaire de famille, et ceci est un lieu de travail. Les problèmes personnels de Chloé ne doivent pas interférer avec notre entreprise. Je vous demande de partir. Si vous refusez, j'appellerai la sécurité de l'immeuble. Manon essaya une autre approche, celle de la victime. Mais Pierre, tu ne comprends pas. Elle nous a abandonnés. Ce que je comprends, Manon, la coupe à Pierre, c'est que vous êtes en train de harceler mon associé sur son lieu de travail. C'est la dernière fois que je vous le dis poliment, partez. Vaincus et furieux, ils partirent,
mais cet échec ne fit que renforcer leur détermination. Le soir, ils étaient tous réunis dans le salon de mes parents, cherchant une nouvelle piste. C'est là que la trahison prit sa forme la plus sournoise. Sylvie, en larmes, se tourna vers Manon. Réfléchis, ma chérie. N'a-t-elle rien dit? Le moindre détail? Le nom d'un quartier, d'une rue? Manon réfléchit, fouillant dans sa mémoire, non pas pour aider, mais pour nuire. Et soudain, son visage s'illumina d'un éclair de génie malveillant. Attends. Il y a quelques semaines, je l'ai eue au téléphone. Elle se plaignait d'un problème de plomberie. Elle a mentionné le nom de l'entreprise, un nom bizarre? Plomberie du Gros Caillou, ou un truc comme ça. Elle a dit qu'ils étaient très bien, qu'ils intervenaient sur la Croix-Rousse. C'était tout ce dont mon père avait besoin. Il prit le téléphone, chercha le numéro. Il se fit passer pour un client potentiel, charmant et un peu perdu. Il expliqua qu'une amie, une certaine Chloé, lui avait recommandé leur entreprise, mais qu'il avait perdu ses coordonnées. Il broda une histoire de cadeaux de pendaison de crémaillère à lui livrer. Le plombier, un homme simple et serviable, ne vit pas le mal. Il chercha dans ses fichiers. Ah oui, Madame Connors. On a fait une petite intervention pour elle la semaine dernière. Une nouvelle installation. L'adresse, c'est 12 rue de la Paix. Mon père raccrocha, un sourire triomphant sur le visage. On la tient. Le soir même, alors que je finissais de ranger quelques livres, j'ai entendu frapper à ma porte. Ce n'étaient pas les coups polis d'un voisin. C'était un martèlement. Sec, furieux, impatient. Un son qui ne laissait aucun doute sur l'identité des visiteurs. Mon cœur s'est serré, mais la peur fut immédiatement remplacée par une froide résolution. Je m'y étais préparé. Je me suis approché du Judas. La vision était cauchemardesque. Le comité d'inquisition au complet. Mon père, le visage rouge de colère. Ma mère, l'air d'une tragédienne prête à s'effondrer. Manon, tenant fermement la main de Léo, l'utilisant comme un bouclier humain, un accessoire pour susciter la pitié. Et en renfort, tante Isabelle et oncle Michel, les vautours, venus assister au spectacle et participer à la curée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai entr'ouverte, bloquant le passage avec mon corps. Bonsoir, dis-je d'une voix que je voulais neutre. Le visage de mon père s'est contracté. Bonsoir? C'est tout ce que tu trouves à dire? Alors c'est ici que tu te caches. Après le tour immonde que tu nous as joué. Manon a immédiatement essayé de pousser la porte. Laisse-nous entrer. C'est minuscule ici. Comment on va faire pour s'installer? Sa phrase, d'une arrogance inouïe, a fait s'évaporer la dernière once de patience que je pouvais avoir. Personne n'entre ici, ai-je dit, ma voix devenant dure comme de l'acier. Et personne ne s'installe. Je croyais avoir été claire. C'est alors que le barrage a cédé. Les insultes ont fusé, se superposant les unes aux autres dans une cacophonie haineuse. Fille sans cœur, cracha tante Isabelle. Tu n'as aucune honte. Aucun respect pour tes aînés, gronda oncle Michel. Ma mère a sorti l'artillerie lourde, les larmes de crocodile. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur? À ton neveu? Regarde-le, ce pauvre petit. Tu lui brises le cœur. Léo, complètement perdu au milieu de cette fureur, a commencé à pleurer pour de bon, son visage enfoui dans la jupe de sa mère. Manon m'a fusillé du regard. Tu es inhumaine. Tu as tout, une carrière, de l'argent, et tu nous laisses dans la merde. C'est de la pure cruauté. Tu jouis de nous voir souffrir. Je suis restée silencieuse, un roc face à leur tempête. Leur haine ne m'atteignait plus. Je ne voyais que le spectacle pathétique de gens refusant d'assumer la responsabilité de leur propre vie. Puis, mon père s'est avancé, son doigt pointé vers moi comme une arme. Assez de comédie. On ne partira pas d'ici tant que tu n'auras pas entendu raison. Après tout ce qu'on a fait pour toi, pour tes études, pour ta réussite. Tu nous dois bien ça. Tu dois ça à ta famille. Le mot était lâché. Le mot qui avait défini toute ma vie. Devoir. La dette. La dette silencieuse, impayable,
que je n'avais jamais accepté de contracter. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était la dernière chaîne qui cédait. Mon oncle Michel, enhardi par mon silence, a décidé de passer à l'action. On ne va pas rester sur le palier comme des mendiants, a-t-il grondé, et il a posé sa main lourde sur la porte pour la forcer. Ce fut l'erreur de trop. L'agression physique. La violation de mon dernier sanctuaire. D'un geste rapide, je l'ai repoussé. Pas violemment, mais avec une fermeté qui l'a surpris. N'osez pas, ai-je dit, ma voix forte et claire, résonnant dans le couloir. Vous êtes sur une propriété privée. Je vous ai demandé de partir. Si vous ne reculez pas immédiatement, j'appelle la police. Un rire méprisant lui a répondu, celui de Manon. La police ? Tu n'oserais jamais. On est ta famille. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai regardé chacun d'entre eux dans les yeux. Mettez-moi au défi. Le rire de Manon s'est figé sur ses lèvres quand elle a vu mes doigts composer le 17. Leurs visages sont passés du mépris à l'incrédulité. Ils pensaient que c'était un bluff, une dernière tentative désespérée de ma part. Ils n'avaient pas compris. Je ne jouais plus. Je n'ai pas cherché à me cacher. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, le téléphone à mon oreille, les regardant droit dans les yeux. Police secours, bonjour. La voix de l'opérateur était calme, professionnelle. Bonjour, ai-je répondu, ma propre voix étonnamment stable. Je m'appelle Chloé Connors. Je suis au 12 rue de la Paix. Il y a plusieurs membres de ma famille devant ma porte. Ils sont agressifs, ils ont tenté de forcer l'entrée et ils refusent de quitter les lieux. Je ne me sens pas en sécurité. Un silence de mort est tombé sur le palier. On pouvait entendre la voix de l'opérateur me poser des questions. Sont-ils armés ? Vous menacent-ils directement ? Non, pas d'armes, ai-je répondu. Mais le harcèlement dure depuis plusieurs jours et la situation vient de dégénérer en tentative d'intrusion. Ne quittez pas, madame. Une patrouille est en route. Le visage de ma mère était décomposé par l'horreur. Tu as vraiment fait ça, a-t-elle murmuré, comme si elle ne pouvait pas y croire. Tu as appelé la police, pour ta propre famille ? Je vous ai demandé de partir, ai-je répété, chaque mot pesé. Vous avez refusé. Vous avez essayé de forcer ma porte. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une violation de domicile. C'est un délit. L'attente a duré moins de 10 minutes, mais elle a semblé une éternité. Ils sont restés là, figés, ne sachant plus quoi faire, piégés entre leur fureur et la honte imminente. Puis, nous avons entendu le son des sirènes, lointain d'abord, puis de plus en plus proche, jusqu'à s'arrêter juste devant l'immeuble. 2 agents, un homme et une femme, sont montés. Ils étaient calmes, leur présence imposait immédiatement le respect. Ils ont évalué la scène en un clin d'œil, le groupe agité et furieux dans le couloir, et moi, seul, sur le seuil de ma porte. L'agente s'est adressée à mon père. « Bonsoir, monsieur. Police nationale. Nous avons reçu un appel pour tapage et tentative d'intrusion. Que se passe-t-il ici ? » Mon père a tenté de jouer la carte de l'indignation paternelle. Mais enfin, c'est notre fille. C'est un simple différend familial. Monsieur, a répondu l'agent, sans ciller, que ce soit votre fille ou non, ceci est sa résidence privée. Vous n'avez aucun droit d'être ici sans sa permission, et encore moins de tenter de forcer sa porte. Je vous demande de circuler immédiatement. Mais nous n'avons nulle part où aller, a pleuré ma mère. Ce n'est pas le problème de ces agents, ni le mien, ai-je dit calmement depuis ma porte. L'humiliation était à son comble. Des portes s'étaient ouvertes sur le palier. Des voisins regardaient la scène, curieux. Parmi eux, une petite dame âgée, ma voisine de palier, Madame Dubois. Elle ne regardait pas avec curiosité, mais avec une sorte de compassion triste dans les yeux. Vaincus, écrasés par le poids de l'autorité publique et du ridicule, ils ont fait demi-tour. En passant devant moi, Manon m'a lancé un dernier regard chargé de haine. Tu le regretteras. Tu as détruit cette famille. Non, ai-je pensé en fermant ma porte à clé. J'ai sauvé ce qu'il en restait, moi. Plus tard dans la soirée,
Alors que le calme était revenu, j'ai entendu un léger bruit. Une enveloppe avait été glissée sous ma porte. Je l'ai ramassée, le cœur battant. Elle n'était pas de ma famille. L'écriture était fine et élégante. Je l'ai ouverte. Quelques lignes seulement. Bonsoir madame. Je suis votre voisine, Hélène Dubois. J'ai été greffière au tribunal de grande instance pendant 40 ans. J'ai vu votre détresse. Ce que vous avez subi ce soir s'appelle du harcèlement et s'apparente à une violation de domicile. Vous avez eu raison d'appeler la police. Si jamais vous aviez besoin d'un témoignage écrit pour une quelconque procédure, sachez que je suis à votre disposition. Vous méritez la paix. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. La gentillesse inattendue d'une inconnue venait de me donner plus de force que toutes les années de faux amour familial. Je n'étais plus seule. J'avais une alliée. Je pensais naïvement que l'intervention de la police marquerait la fin de leur offensive. J'avais tort. Humiliés publiquement, ils n'allaient pas battre en retraite. Ils allaient simplement changer de champ de bataille. Puisque la force et l'intimidation avaient échoué, ils allaient utiliser l'arme la plus lâche et la plus dévastatrice qui soit, la diffamation publique. Le lendemain, mon téléphone, jusqu'alors silencieux, a commencé à vibrer frénétiquement. Des messages, des notifications, des appels de numéros que je ne reconnaissais même pas. Une vague de haine numérique déferlait sur moi. C'est Pierre qui m'a envoyé la source du problème, une capture d'écran d'une publication sur un groupe Facebook très populaire à Lyon, un de ces groupes d'entraide et de bons plans locaux comptant des dizaines de milliers de membres. La publication était de ma mère. C'était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Elle avait posté une vieille photo de Manon et moi, enfants, souriante et innocente. En dessous, un long texte larmoyant, ponctué d'émojis au cœur brisé. Chers amis lyonnais, je vous écris aujourd'hui avec un cœur de mère en miettes. Ma fille aînée, Manon, une artiste si talentueuse mais que la vie n'a pas épargnée, se retrouve aujourd'hui à la rue avec son petit garçon de 8 ans, Léo. Et pourquoi? Parce que sa propre sœur, ma fille cadette, Chloé, une architecte brillante à qui tout réussit, a décidé de lui tourner le dos de la manière la plus cruelle qui soit. Après lui avoir promis de l'héberger, elle a vendu son appartement en secret. Quand nous l'avons retrouvée, épuisée et désespérée, elle a appelé la police contre sa propre famille. Contre sa mère malade, contre son neveu qu'il adore. Aujourd'hui, Léo pleure en demandant pourquoi sa tata ne l'aime plus. Je ne sais plus quoi lui répondre. Priez pour nous. Le post était devenu viral. Des centaines de partages, des milliers de réactions. Et les commentaires? C'était un lynchage. Des inconnus, se basant sur cette unique version des faits, me traitaient de « monstre », de « pourriture gâtée », de « honte pour la gente féminine ». Des membres de la famille éloignée, des cousins que je n'avais pas vus depuis 15 ans, se sont empressés d'ajouter leur grain de sel. Oh oui, la pauvre Manon a toujours été si sensible. Chloé a toujours été un peu froide, très carriériste. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Ils n'attaquaient pas seulement mes actions, ils attaquaient ma réputation, mon gagne-pain. L'image de mon cabinet, Dubois et Connors, pouvait être entachée. C'était une tentative de me détruire socialement et professionnellement. J'ai passé 1 heure à lire ces horreurs, la nausée au ventre. La tentation était grande de tout éteindre, de me cacher, d'attendre que l'orage passe. Pierre m'a appelé. Ne réponds pas, Chloé. Surtout pas à chaud. Ça ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Mais je savais qu'il avait tort. Le silence, dans ce cas précis, ne serait pas de la sagesse. Il serait interprété comme un aveu de culpabilité. Ils avaient choisi l'arène publique. Je n'avais pas le choix. Je devais descendre dans cette arène et me battre. Pas avec des larmes et des manipulations, mais avec la seule arme qui pouvait les vaincre, la vérité. Froide, factuelle et irréfutable. J'ai appelé Maître Leclerc. Ils ont lancé la guerre médiatique. Je m'y attendais, a-t-il répondu, imperturbable. N'écrivez pas un mot sans me consulter. Rassemblez toutes vos preuves. Capture d'écran, documents, relevés bancaires.
Nous n'allons pas répondre. Nous allons exécuter. La bataille finale allait se jouer. Et j'étais prête. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pas à cause de l'angoisse, mais à cause d'une concentration intense. J'étais une architecte préparant le dossier de sa vie. Chaque preuve était une poutre de soutien, chaque document une fondation. Je ne voulais pas seulement me défendre, je voulais construire une forteresse de faits si solides que leurs mensonges s'y écraseraient comme des vagues sur des rochers. Le lendemain matin, après avoir tout relu avec Pierre et obtenu le feu vert de Maître Leclerc, j'ai publié ma réponse. Je ne l'ai pas fait en commentaire de la publication de ma mère. J'ai créé ma propre publication, publique, sur mon profil, que j'ai ensuite partagée dans le même groupe Facebook. Le titre était sobre, presque clinique, mise au point factuel concernant les accusations publiques portées à mon encontre par ma mère, Sylvie Connors. Le texte qui suivait était dénué de toute émotion. C'était une chronologie, une liste à puces, froide et précise. Chers membres de ce groupe, ma vie privée a été exposée ici sans mon consentement et de manière trompeuse. Je me vois contrainte d'apporter les clarifications suivantes, preuves à l'appui. 1. Concernant le soutien financier que je dois à ma famille. Aux pièces jointes 1. Capture d'écran d'un virement de 5 000 € effectué il y a 10 ans, avec la mention « Prêt d'urgence Manon ». Ce prêt n'a jamais été remboursé. Aux pièces jointes 2. Copie du rapport d'assurance et des factures de réparation suite à l'accident causé par ma sœur avec un véhicule qui était à mon nom. Aux pièces jointes 3. Un résumé de plus de 10 ans de dépannage financier régulier, totalisant une somme à 5 chiffres. La notion de dette semble donc inversée. 2. Concernant la vente de mon appartement et la promesse brisée. Aux pièces jointes 4. Capture d'écran des SMS de ma mère et de ma sœur de la semaine passée. Comme vous pourrez le constater, il ne s'agissait pas d'une demande d'hébergement, mais d'une décision unilatérale d'annexer mon domicile. À aucun moment mon accord n'a été sollicité. La seule promesse a été mon silence face à leur ultimatum. 3. Concernant l'intervention de la police. Celle-ci a eu lieu après que 5 membres de ma famille se sont présentés à mon nouveau domicile, ont refusé de partir malgré mes demandes répétées, et ont tenté de forcer ma porte. Il ne s'agissait pas d'un différend familial, mais d'une situation de harcèlement et de tentative d'intrusion. Enfin, pour que chacun comprenne la dynamique de manipulation psychologique à laquelle j'ai été soumise pendant des années, je joins une dernière pièce. Pièce jointe 5, un fichier audio. C'était la bombe. L'enregistrement que j'avais fait 1 an plus tôt, presque par hasard. J'avais appelé Manon pour prendre de ses nouvelles. Elle s'était plainte de ne pas pouvoir payer une facture, je lui avais fait un virement instantané de 300 €. En fin de conversation, je l'avais entendu dire à une amie qui était avec elle, pensant avoir raccroché, « Non mais c'est facile, avec Chloé. Tu pleures un bon coup, tu parles du petit, et hop, le distributeur s'ouvre. Elle est tellement prévisible, ma pauvre sœur coincée. C'est le prix à payer pour sa réussite, elle nous doit bien ça, non ?» J'ai terminé ma publication avec une seule phrase, rédigée par Maître Leclerc. Je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai mis fin à une relation toxique et abusive, basée sur une extorsion financière et émotionnelle. Je leur souhaite sincèrement de trouver les ressources, en eux-mêmes cette fois, pour aller de l'avant. Toute nouvelle tentative de diffamation ou de harcèlement fera désormais l'objet d'une plainte en bonne et due forme. J'ai cliqué sur « Publier ». Puis j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone. Le missile était parti. Je n'avais pas besoin de regarder l'impact. L'effet de ma publication fut celui d'une bombe à neutrons. Elle n'a pas seulement fait du bruit, elle a anéanti toute vie sur le champ de bataille numérique qu'ils avaient créé. En quelques heures, le raz-de-marée de l'opinion publique s'est inversé avec une violence inouïe. Les commentaires sur la publication larmoyante de ma mère se sont transformés en une marée de critiques acerbes et de condamnations. Les mêmes personnes qui me traitaient de monstre la veille l'accusaient maintenant de manipulation, de malhonnêteté, et d'être une mère toxique. L'enregistrement audio, en particulier, a été dévastateur. Il ne laissait aucune place à l'interprétation. Le groupe Facebook est devenu un tribunal populaire, et le verdict était unanime. En fin de soirée, la publication de ma mère a été supprimée. Puis son profil est devenu privé. Un silence de mort s'est abattu.
Ils avaient perdu la guerre de l'image de la manière la plus spectaculaire qui soit. Je m'attendais à des appels haineux, à des messages d'insultes. Je n'ai rien reçu. Le silence était total, assourdissant. Pendant une semaine, je n'ai eu absolument aucune nouvelle. Une partie de moi, naïve, a commencé à croire que c'était enfin terminé. Que humiliés et exposés, ils allaient enfin me laisser en paix. C'est alors que la lettre est arrivée. C'était une enveloppe Kraft, épaisse, avec l'entête d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Une lettre recommandée avec accusé de réception. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas de la peur. C'était l'adrénaline du combattant qui voit l'ennemi lancer sa dernière offensive désespérée. Je l'ai ouverte avec un coupe-papier, mon geste précis et calme. Le contenu était à la fois prévisible et vicieux. C'était une mise en demeure. Un avocat, mandaté par mes parents, Bernard et Sylvie Connors, m'ordonnait de prendre mes responsabilités. La lettre citait des articles du Code civil sur le « devoir de secours » et « l'obligation alimentaire » entre ascendants et descendants, et par extension, entre frères et sœurs en cas de besoin. L'avocat affirmait que, compte tenu de ma « situation financière prospère » et de la « situation de dénuement et de détresse » de ma sœur Manon et de son fils, j'avais l'obligation légale de subvenir à leurs besoins. La lettre exigeait que je leur verse une pension mensuelle de 1 500 € et que je participe à leurs frais de logement, sous peine de poursuite devant le juge aux affaires familiales. C'était leur dernière carte. La plus moche. Après avoir échoué à utiliser la force, la culpabilité et la diffamation, ils tentaient d'utiliser la loi elle-même pour me contraindre. Ils essayaient de transformer leur chantage moral en une obligation juridique. Ils pensaient m'acculer, me faire peur avec le jargon du droit et la menace d'un procès long et coûteux. J'ai lu la lettre une deuxième fois, non pas avec angoisse, mais avec une sorte de fascination pour leur capacité infinie à se voir comme des victimes. Ils étaient incroyables. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait ce que Maître Leclerc m'avait dit de faire. J'ai pris mon téléphone, j'ai scanné la lettre avec une application, et je l'ai envoyée par email à mon avocat. Mon message était court. 3 mots seulement. Comme prévu. La balle était maintenant dans son camp. Et je savais que le canon de Maître Leclerc était chargé à bloc. La réponse de Maître Leclerc ne s'est pas fait attendre. Il m'a appelé 1 heure après avoir reçu mon email. Sa voix était calme, mais je pouvais déceler une pointe d'amusement, la satisfaction du stratège qui voit son adversaire tomber dans le piège qu'il avait anticipé. « Parfait, dit-il. C'est exactement ce que nous attendions. Ils viennent de commettre leur dernière et plus grave erreur, ils ont laissé une trace écrite de leur harcèlement et de leur tentative d'extorsion. Maintenant, nous allons pouvoir les mettre échec et mat. » 2 jours plus tard, une lettre, bien plus impressionnante que celle que j'avais reçue, partait de son cabinet. Elle était adressée à l'avocat de mes parents, avec copie à mes parents et à Manon à leur domicile. Ce n'était pas une lettre de négociation. C'était une démonstration de force, une riposte conçue pour anéantir toute velléité de poursuivre le combat. Maître Leclerc m'en avait envoyé une copie. Je l'ai lue avec un sentiment de libération intense. La lettre commençait par rejeter en bloc et avec le plus grand mépris leurs accusations et leurs demandes, les qualifiant de « tentatives d'extorsion caractérisées », fondées sur un récit entièrement fallacieux. Ensuite, elle démontait point par point leur argumentaire sur l'obligation alimentaire. Maître Leclerc expliquait que cette obligation n'est pas automatique et qu'elle est soumise à l'appréciation du juge, qui prend en compte le comportement des parties. Il précisait que le « créancier » ne doit pas s'être mis lui-même dans une situation de besoin par sa propre faute grave et répétée. Il a subtilement listé les échecs professionnels et les choix de vie de Manon comme étant la seule cause de sa précarité. Puis venait le contre-feu. La lettre stipulait que si ses clients persistaient dans leur démarche, nous engagerions immédiatement des poursuites judiciaires à leur encontre pour plusieurs motifs. 1. Harcèlement moral et téléphonique, avec production des captures d'écran des SMS et du journal d'appel. 2. Diffamation publique, avec production de la publication Facebook et des centaines de commentaires injurieux qu'elle avait générés, ainsi que le constat d'huissier que nous avions fait faire avant sa suppression. 3. Tentative de violation de domicile et menaces, avec production du rapport d'intervention de la police, et surtout,
du témoignage écrit de Madame Hélène Dubois, ancienne greffière, dont la crédibilité serait difficile à contester devant un tribunal. Et enfin, le coup de grâce. La dernière phrase du paragraphe était d'une efficacité redoutable. Nous possédons également un enregistrement audio dans lequel Madame Manon Connors admet explicitement manipuler sa sœur à des fins financières, ce qui, en plus de son caractère moralement abject, pourrait être interprété par un juge comme la preuve d'une intention de nuire et d'une mauvaise foi caractérisée, rendant toute demande de sa part irrecevable. La lettre se terminait par un ultimatum. Soit ils envoyaient sous 8 jours une lettre confirmant l'abandon de toutes leurs poursuites et s'engageant par écrit à cesser tout contact, direct ou indirect, avec moi, soit Maître Leclerc déposerait plainte sans autre préavis. Le silence qui a suivi fut définitif. Pas de lettre d'excuse, bien sûr. Il ne fallait pas rêver. Mais une semaine plus tard, une lettre laconique de leur avocat est parvenue à Maître Leclerc, confirmant que ses clients renonçaient à toute procédure. C'était fini. Vraiment fini. Quelques semaines plus tard, Pierre et moi avons trinqué sur le petit balcon de mon appartement à la Croix-Rousse. Ce n'était pas du champagne, juste un verre de vin blanc frais. Nous ne célébrions pas une victoire sur ma famille. Nous célébrions la récupération d'une vie. La mienne. Mon téléphone était posé sur la table, silencieux. Et pour la première fois depuis des années, ce silence n'était pas lourd de menaces ou d'attentes. Il était léger, paisible. C'était le son de la liberté. Je sais que quelque part dans cette ville, ils continuent probablement de raconter leur version de l'histoire, se posant en victime d'une fille ingrate et sans cœur. Mais leur récit ne m'atteint plus. Leurs voix sont devenues un bruit de fond lointain. La seule histoire qui compte désormais, c'est celle que je commence à écrire, pour moi-même, sur une page enfin blanche.